Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, je m'appelle Thibaut Barrère et je vais vous donner quelques astuces d'une rewrite de Rails vers Phoenix qui est en cours et qui n'a pas forcément but à aller en prod d'ailleurs. Mais j'ai essayé de capturer un peu ce que j'ai appris en cours de route et de le partager, tout simplement. Donc voilà. Alors je suis au passage le seul membre de l'Elixir Meetup de Chandolan, qui est un petit village de 120 personnes, mais bon, on a un taux de développement énorme. Voilà. Alors, pourquoi une rewrite déjà? Pour moi, ça fait un moment que je suis Elixir de plus ou moins loin et je l'ai flagué un peu comme stratégique, on va dire, parce que je suis à mon compte et donc j'essaye de détecter un peu, de benchmarker les techs un peu à l'avance. Et je suis aussi micro-entrepreneur, on va dire. J'ai un petit logiciel SaaS qui est celui que je suis en train de réécrire. Donc j'ai la double facette consulting SaaS perso. Et donc j'essaie de trouver des solutions qui aillent un petit peu aux deux côtés et qui soient un peu, on va dire, polyvalents. Et je m'intéresse aussi un peu à la robotique, IoT, l'ETL et tout ce qui est streaming. Et je trouve que Elixir coche pas mal de cases. Donc voilà. J'ai ensuite décidé de faire une rewrite d'un petit SaaS que je gère de mon côté, en me disant que ça permettrait de faire un vrai cas d'utilisation sans trop de compromission. Et ça me permettrait d'essuyer un peu les plâtres avant d'aller vendre ça à mes clients, éventuellement. Voilà. Et donc ça me permettrait de comparer les écosystèmes. Alors j'ai opté pour une rewrite side-by-side. Je sais que plusieurs dans la salle avaient des questions là-dessus. C'est-à-dire que l'appli Rails s'appuie sur une base Postgres. Elle va continuer à tourner. Et moi, j'écris une deuxième appli qui est servie sur un autre domaine qui va taper dans la même base. Donc ça, c'est mon prérequis de départ, on va dire. Sachant que je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée, puisque Brian, avec qui on discutait là, disait que des personnes ont utilisé des proxys qui, quand le proxy retourne 404, ça redirige vers l'application Phoenix. Sinon, ça renvoie vers Rails. Donc ça permet comme ça on va dire, d'y aller par petits pas, de tester sur un sous-ensemble de votre appli la techno et de voir comment elle se comporte, et puis d'apprendre en même temps, quoi. Donc ça, c'était vraiment le but étant pour moi d'apprendre. Je trouvais ça très bien. Donc ensuite, une fois que j'avais décidé ça, comment j'ai débuté? Je me suis acheté le livre Programming et Elixir de Dave Thomas. Et un premier retour que je peux faire, c'est fonctionner avec des cones, c'est-à-dire vous implémentez des tests unitaires pour réaliser l'exercice. Et quand il passe au vert, vous considérez que vous savez faire, vous pouvez passer à la suite. Donc je l'ai fait directement sur GitHub en graduel et ça m'a permis de me mettre à l'aise même en ayant 5 minutes dans la journée, puisque au début de l'année, je n'avais pas plus que 5 minutes dans la journée, mais tous les jours, j'en faisais un petit peu. J'ai trouvé que ça, quand on a tous un quotidien avec ou du consulting ou un produit qu'on doit faire tourner, ça permet de rentrer dedans et c'est bien. Parce que ça fait des petits exercices simples qui sont faciles à digérer, des petites bouchées, on va dire, au lieu d'avoir un gros pavé et qui suppose de tout mettre de côté pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est une approche, un premier retour que je peux faire, c'est que ça fonctionne bien de fonctionner comme ça. Tout de suite, j'ai senti de grosses frictions, parce que je fais du Ruby depuis 2004 et du Rails depuis 2005. Et il y a un gros vendeur lock-in sur Ruby qui est que... Déjà, qui fait du Ruby et du Rails dans la salle, l'un ou l'autre? Ça va? Qui fait du PHP ou d'autres choses comme ça? D'accord, donc des deux côtés, on est sur des choses très productives, où on est très à l'aise, où l'écosystème est très mûr, etc. Et quand on commence à faire un langage fonctionnel, avec des librairies qui sont jeunes, on est très tenté, à un moment quand on est fatigué, de se dire « j'en ai marre, j'arrête tout, c'est nul ». Récursion, voilà, etc. Donc, il faut accepter d'être très lent au début, même après, parce que si je fais un truc en Ruby, même aujourd'hui, je vais 10 fois, 20 fois plus vite pour l'instant. Voilà. Donc, attention à la zone de confort qui est, c'est très difficile. Néanmoins, j'avais des motivations assez fortes parce que j'ai ressenti un petit peu comme en 2005, ce qui m'avait motivé à passer sur Rails, c'est que je pressentais que je pouvais écrire 4 à 5 applis dans une année, là où avant, en .NET ou en Java, il fallait être 4 à 5 personnes pour shipper une appli dans l'année. Là, je perçois les mêmes effets de levier de second ordre, c'est-à-dire de capacité à créer des choses beaucoup plus composables, beaucoup plus scalables, où on passe moins de temps à gérer du duct tape, enfin on va revenir dessus. Et aussi donc, scaler davantage avec moins de machines, aller vers l'Internet des choses, des objets connectés, le streaming, etc. etc. Donc j'ai le même bon feeling qui m'a fait évoluer vers Rails en 2005, j'ai exactement le même depuis 2 ans avec Phoenix et Elixir. Voilà. Donc ce n'est pas une révolution pour moi, c'est une évolution qui me semble très naturelle. Ensuite, j'ai mis au point une méthode copyrightée, le TBDDD. Je me suis dit comment je me mets à l'aise pour arriver à travailler toujours avec un temps limité, puisqu'on est toujours en temps limité,
et en partant pas de zéro et en gardant en tête le schéma de rewrite que je vous ai montré tout à l'heure avec les deux applications qui tapent dans la même base. J'ai fait du test et base de données driven development. En clair, j'ai réfléchi à une façon d'exporter une base de données de Rails. Donc Rails, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une fonctionnalité de seeding qui permet de mettre au point des records dans votre base de données qui vont, quand vous êtes développeur, vous arrivez, vous tapez rec dbseed et vous avez un jeu de données de développement avec un utilisateur configuré comme il faut, des objets de base pour utiliser l'appli normalement, on va dire. C'est vraiment pour du dev. Je me suis dit, bah, c'est parfait, je vais dumper ça. Donc j'ai dumpé sans l'ownership, etc. Et je l'ai mis dans un fichier SQL que j'ai stocké dans mon repo Elixir. Comme ça me faisait une base de départ pour travailler dessus sans avoir à gérer trop de choses et pour pouvoir commencer à faire du chirurgical. Ensuite, j'ai regardé côté Ecto. Alors ça, c'est spanné sur plusieurs semaines. Hein. Je vous le fais comme ça, mais je me suis galéré, j'en ai eu marre et tout. Et j'ai trouvé que donc en fouillant dans Ecto, il y avait une fonction pour déjà charger n'importe quoi, un dump, en fait, directement, il y a une tâche qui sert à ça. Je dis super, hop, je le mets dedans. Après, j'en ai rapidement eu marre de le taper à la main et de recommencer, donc je me suis dit comment je vais un peu plus loin pour optimiser ça. Donc il s'avère qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que j'ai imaginé en trouvant le bon point d'injection. C'est que dans vos alias, ça c'est dans le fichier de mix.exs, on peut mettre un alias de la tâche mix-test et on peut... j'ai rajouté cette petite ligne, là, ectoload, au milieu. Ça veut dire que chaque fois que les tests se lancent, ça recrée la base de test, ça recharge le schéma de Rails à jour, sachant que je peux le redumper de l'appli Rails si elle évolue pendant ce temps aussi, et je lance les tests derrière. Ça veut dire que mes tests ont une sorte de ce qu'on appelle des fixtures en Rails, donc un environnement avec des users de tests, des objets de tests qui vont bien, et donc je peux travailler avec ça directement. Et pour finir, j'ai tout mis ça en intégration continue. J'utilise CircleCI, c'est un peu comme Travis CI, où il y en a des tas, ou Jenkins, etc. Et après quelques galères, ceux qui sont intéressés, je pourrais partager le détail, mais c'est trop verbeux pour aller sur un écran. Je me suis débrouillé pour avoir Erlang, Elixir et tout ce qui va bien sur CircleCI, et c'était pas trop compliqué. Voilà. Donc ça veut dire que j'avais une build, ça teste mes commits à chaque tour et ça fait tourner mes tests, etc. en utilisant le dump de développement Rails que j'avais stocké dedans. Ensuite, toujours dans l'idée de se mettre à l'aise pour pouvoir expérimenter, quand je travaille en Rails, j'essaye d'avoir une boucle de feedback très très rapide. Donc quand je sauve un test, je veux pouvoir que ça se lance tout seul à côté. Donc j'utilise des outils comme Guard pour ceux qui connaissent en univers de Ruby. Ça va relancer les tests dès que je sauve un fichier de test. Et donc avec ça, j'ai pu faire des tests exploratoires, c'est-à-dire que j'écris du code d'Elixir et je vérifie la sortie. Même pour apprendre les API, les librairies standards, ça permet de faire des petites expérimentations et de voir ce qui se passe. Est-ce que enum.at ça fait ça? Est-ce que enum.map ça fait ça? Ben non, tiens, ça fait autre chose, etc. Et un autre petit bijou que j'ai trouvé, c'est Apex, qui est un portage de AwesomePrint en Ruby. Ça permet de faire, d'afficher à l'écran vos objets, mais en coloré. Et donc ça permet de moins se fatiguer les yeux et d'avoir des structures. Par exemple, les tableaux vont avoir des index, donc vous avez 0, 1, 2, 3, vous allez voir vos tuples bien colorés et tout ça. Donc ça rend pareil le travail beaucoup plus facile quand vous êtes en fin de journée en train d'essayer d'apprendre ça. Donc voilà, ça c'est deux astuces qui m'ont bien servi. Après, invariablement, vous allez tomber sur des choses, vous allez un peu vous casser les dents et vous dire bon, pourquoi ça ne marche pas, etc. Donc j'ai trouvé un moyen de focuser sur les tests. Donc là, voilà, on est vraiment dans l'approche pilotée par les tests, c'est-à-dire que j'écris des tests pour découvrir la techno, puis j'extrais une classe, un module, pardon, en Elixir, puis je mets au test les propres tests, etc. Je fais des pull requests et je travaille comme ça. Et donc le focus, c'est une reprise de ce qu'il y a dans RSpec qui permet de zoomer, de lancer qu'un seul test. C'est-à-dire que quand j'ai un problème concret, je travaille sur un test, je mets en focus avec ce petit système. Pareil, ça m'a pris un peu de temps à trouver. Et je peux mettre des logs facilement. Le reste des tests ne vont pas tourner, donc ça ne va pas polluer ma sortie. Et donc, je vais pouvoir jouer facilement. La différence avec quand vous travaillez avec IEX en ligne console, c'est que ça va relancer potentiellement tout votre scénario de test à chaque tour très rapidement. Donc, vous allez beaucoup plus vite en termes d'apprentissage. Donc, ça m'a été très utile. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à utiliser des dépendances. Et puis, j'ai eu des problèmes avec les dépendances parce que je ne comprenais pas pourquoi OpenMaze, qui est une librairie d'authentification, d'autorisation, ne marchait pas comme je pensais.
Donc, quand on se retrouve à débugger du pattern matching en Elixir qui ne fonctionne pas, etc., au début, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a aucune clause qui matchait ou des choses comme ça. Donc, j'ai été fouiller un peu et j'ai vu que sous DEPS, le répertoire DEPS de votre projet Mix, il y a toutes les librairies et il y a un répertoire libre, vous pouvez aller dedans. Le problème étant que ces librairies-là ne sont pas auto-recompilées. Donc, j'ai trouvé une petite astuce pour pouvoir aller mettre du débugage dans les librairies. Par exemple, de faire un io.inspect donc pour afficher un objet, tout simplement, et que quand je reçois mon test, je vois l'endroit où ça ne fait pas ce que ça devrait faire, donc pour débugger, sans utiliser pour le moment tout ce qui était débugger un peu plus élaboré, donc en restant basique, donc du print, pour voir déjà pour commencer. Et donc je me suis rendu compte qu'en faisant mix-deps, compile et la librairie, vous pouviez recompiler tout ça facilement. Du coup, en modifiant mix-test, oui, j'utilise mix-test-watch, donc je ne sais pas si je l'ai mentionné avant, ce qui permet d'observer les changements de fichiers et de relancer les tests. On peut modifier sa configuration pour lui dire fais quelque chose avant, et là je recompile les dépendances avec mes prints qui sont dedans pour arriver à comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc ça a été très très précieux pour juste arriver à comprendre ce qui se passe. Ensuite, qui a travaillé avec Active Record ici déjà ? D'accord, donc pas mal de gens. Donc Active Record, Active Record, c'est donc l'ORM standard de Rails. Donc j'ai dû me débrouiller, vu qu'il y avait une base qui était fonctionnelle pour Active Record, à essayer de me débrouiller pour que Ecto, qui est, on va dire, le pendant d'Active Record dans Phoenix, arrive à parler à la base qui est en dessous. Et donc, quand on crée donc des schémas qui sont un peu l'équivalent des objets Active Record, si je puis me permettre cette hérésie, en fait, vu que les gens viennent de Ruby, on peut retrouver facilement des adaptations parce que les gens sont des Rubyistes, ils ont eu les mêmes problèmes. Et donc, j'ai pu renommer par exemple la colonne qui s'appelle InsertedAt dans Ecto, la mapper vers CreateDat, qui est le nom du champ en Rails. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, sur ma rewrite, j'ai les deux applis qui continuent à marcher sans modifier la base. Donc, il y a pas mal de souplesse de ce côté-là. Il y a eu des choses plus complexes, on va dire. Dans l'outil dont je parle, il y a une notion d'événements récurrents. Pour ces événements récurrents, et là, il y a des points de friction assez importants, c'est que quand vous êtes en Ruby, il y a une gemme pour littéralement tout ce que vous voulez faire. C'est absolument richissime. Et donc, j'avais une gemme en Ruby qui s'appelle récurrence, qui sait générer des événements récurrents. Donc, par exemple, vous voulez que toutes les fins de mois, le 31, ça génère un jour. Donc, vous voulez pour créer des séries récurrentes. Et le faire d'une certaine façon. J'ai dû essayer de m'adapter. Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer de coller ça dans la base, dans Postgres. Il y a des fonctions qui existent comme Generate Series, mais qui ne couvraient pas bien, qui ne respectaient pas la logique métier que j'avais de mon côté, parce que, pour les petits détails, les fins de mois étaient gérées différemment sur des... Voilà, ça ne shiftait pas tout à fait pareil. Je me suis dit, bon, je vais me lancer dans un peu plus de PLPG SQL. Donc j'ai écrit une procédure stockée, j'ai été voir comment on l'intègre. Je pense que c'est une bonne voie pour Elixir, cela dit, au passage, que je recreuserai, parce que je pense qu'avoir Postgres qui génère du JSON directement et qui est littéralement passé par Phoenix, il y a moyen d'aller très vite avec des choses assez complexes. Donc je reviendrai dessus. Mais au bout du compte, j'ai quand même pas mal souffert. Et au final, je me suis dit, j'en ai marre, je vais essayer de faire ça en Elixir, et en 3 heures, j'avais fini. Alors j'avais passé des heures et des heures sur le reste des choses. Donc voilà. Donc il y a des librairies quand même assez riches, il faut fouiller un peu. Il y a Timex pour tout ce qui est temporalité qui fonctionne bien. Et il ne faut pas hésiter à essayer le langage, même pour des choses qui peuvent paraître compliquées et qui n'existent qu'en Ruby au début. On arrive à trouver des solutions. Alors, dans la deuxième phase, donc, qui était d'essayer d'invoquer des fonctions SQL, un retour que je peux faire, c'est que Ecto est quand même assez jeune encore. C'est-à-dire que si vous avez des besoins SQL un peu complexes, il faut souvent caster. Le casting est un peu bizarre, même avec Ecto 2. C'est-à-dire que vous voulez passer un paramètre à une fonction, des fois, ça ne fait pas exactement ce que vous pourriez penser, ou le message d'erreur n'est pas super clair. Donc voilà. Et donc, de façon générale, si vous avez travaillé en Ruby ou même en Python, si vous avez travaillé avec SQL Alchemy ou des choses comme ça, enfin n'importe quel ORM qui a 5 à 10 ans d'âge, dans Ecto, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et je fais de l'ETL, donc du chargement de données en masse. Il y a pas mal de lacunes encore qui sont pas encore là et qui vont vous obliger à aller un peu plus bas vers Postgres. Donc, et même dans Postgres, il y a des trucs qui ne sont pas faisables. Notamment des multi-inserts chaînés, des choses comme ça. Donc attention, on peut être amené à patcher plus que dans des écosystèmes qui sont plus mûrs, quoi. Ça, c'est bien à garder en tête. Donc, pour
pour ça que faire une estimation du temps de développement sur une rewrite de ce type-là, à mon avis, je me lance même pas là-dedans, c'est plutôt de la R&D. Après, un sujet qui intéresse plusieurs personnes dans la salle, l'authentification. On se retrouve, pareil, comme dans Rails en 2005, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va falloir 2-3 ans avant qu'il y ait des solutions matures, packagées d'authentification, où le gars ne va pas arrêter de la maintenir au bout de 6 mois parce qu'il est passé à autre chose. Donc en Rails, on a vécu cette phase-là où il fallait, voilà, il y a eu, je sais pas, une bonne dizaine de solutions d'authentification et rien de testable. Il fallait, voilà, ça pose des problèmes quand même notamment pour ceux qui bossent chez des éditeurs logiciels ou même qui ont leur propre outil SaaS, parce qu'on a tendance à préférer des solutions clés en main avec des patchs de sécurité, qui parlent tout seul un peu avec la base, qui ont les bons settings dans les cookies ou JWT, et on n'a pas trop envie de réinventer la roue parce que c'est facile de se tirer une balle dans le pied. Donc le discours ambiant, comme dans Rails en 2005, avant que Devise arrive vraiment à gagner du terrain, c'est oui, faire votre authentification vous-même, c'est pas très compliqué, seulement pour moi, c'est les premières failles de sécurité qu'on trouve quand on arrive sur une appli aussi. Donc voilà, malheureusement, le système va encore mieux. Guardian est très développé. On retrouve plutôt des solutions basées sur JWT qu'on n'a pas trop en Rails, c'est moins en vogue. Mais ça ne parle pas à la base, donc vous allez devoir faire votre propre layer de génération de choses, etc. OpenMaze s'appuie un peu plus sur la base, c'est ça que j'ai retenu. C'est-à-dire que si vous avez une table utilisateur, vous allez pouvoir vous appuyer dessus un peu plus, quoi. Et ça utilise Bcrypt en dessous, enfin vous allez retrouver des similarités. Bon, il y en a plusieurs, mais je ne sais pas quelle solution sera réellement pérenne, donc je pense que là, c'est vraiment c'est quelque chose à suivre, qui est pas forcément compliqué, pas forcément simple sur la durée. Je suis parti vers OpenMaze, donc j'ai réutilisé, qui en Ruby ici utilise Device pour l'authentification? Ouais, donc pas mal de monde quand même. Donc c'est la solution qui a gagné dans le monde Ruby, on va dire. Donc j'ai essayé de... Ça qui est bien aussi d'ailleurs avec Ecto, c'est qu'on peut commencer à mapper les champs un par un en prenant juste ce qui vous arrange. Et je trouve ça assez confortable, c'est très propre. Donc il n'y a pas l'effet callback qu'on a dans Active Record où on ne sait pas trop ce qui se passe, c'est stable, quoi. Voilà. Et donc j'ai remappé plusieurs champs. Donc il y a le encrypted password qui est dans Devise. Il y a une notion de rôle qui était nécessaire dans OpenMaze, et c'est pour ça que j'ai dû débugger OpenMaze JWT, qui ne sera plus nécessaire parce que j'ai fait un bug report au gars qui fait OpenMaze. Il a dit oui, effectivement, peut-être que je pense qu'il y aura d'autres Rubyistes qui vont venir, donc ça fait peut-être que c'est plus optionnel qu'autre chose. Donc du coup, il va l'enlever, mais j'avais trouvé que quand même, on pouvait mapper un champ virtuel avec une valeur par défaut, et que du coup, ça fonctionnait quand même raisonnablement bien. Voilà, la notion de champ virtuel m'a servi aussi sur les mots de passe, quand on crée initialement de mots de passe avant qu'ils soient hachés. Et puis, on peut renommer dans OpenMaze les champs pour lui dire le nom de mon champ haché, ce n'est pas celui par défaut, c'est plutôt ça. Et de la même façon, on peut lui dire mon champ unique, ce n'est pas le login de l'utilisateur, c'est plutôt l'email chez moi. Voilà. Donc, on va dire que, bon an, mal an, j'ai plus pris de temps à essayer de trouver la bonne lib que réellement, une fois que j'avais décidé de partir sur OpenMaze, c'était relativement simple. Modulo le débugage que je vous épargne. Voilà. Et autre chose, c'est qu'on voit aussi, oui, c'est important, que plusieurs solutions d'autante en Elixir vont avoir tendance à générer des fichiers. C'est-à-dire qu'il y a la partie qui est générée par la lib que vous pouvez mettre à jour en changeant la version dans mix.xs, mais ça génère du code et ça, on sent que c'est jeune parce que quand vous générez du code, il est versionné chez vous et vous allez devoir le mettre à jour, mais s'il y a des failles de sécu dedans, c'est plus compliqué que de... Voilà. Donc il y a toujours ce problème de stabilité dans le temps, etc. Donc la reprise du code en main du code généré par OpenMaze, pour moi, c'était entre guillemets un petit souci. Au début, je ne comprenais pas tout. Donc j'ai tout effacé, puis j'ai remis petit à petit en comprenant. Et avec Elixir, ça se passe bien de ce côté-là. Tant qu'on remet en place les bouts un par un, ça marche bien, quoi. Et après, c'est quasiment mon point final, mais j'aime bien en Rails avoir des tests d'acceptance qui simulent un navigateur complet avec le JavaScript, puisqu'on a tous un peu d'Ajax et de choses comme ça. Donc en Ruby, on va utiliser Capybara, Poltergeist, Capybara WebKit et tout ça. Et évidemment, j'ai trouvé les mêmes qui ont réécrit la chose avec Hound et PhantomJS derrière. Et le DSL ressemble beaucoup à Capybara, donc ça a dû me prendre un quart d'heure à écrire, enfin modulo le truc. Donc en plus, c'est très élégant parce qu'on voit l'opérateur pipe, donc on peut chaîner, commenter une ligne très facilement. Et voilà, donc ça ouvre une vraie session headless, donc sans fenêtre apparente. Ça charge l'appli dedans, avec mes données de test qui sont reprises de l'appli Rails automatiquement.
Et ça navigue très rapidement. Et la grosse diff par rapport à Rails, c'est que ces tests-là sont beaucoup plus rapides qu'avec Rails. Parce que c'est typiquement des tests un peu lents. Et on peut en lancer plusieurs en parallèle, notamment grâce aux évolutions qu'il y a eu dans Ecto, de Sandbox, SQL et tout. Donc je pense qu'à terme, je perçois un gros gain de rapidité sur les suites de tests sur des outils. Et c'est vrai qu'on a des applis qui grossissent avec pas mal de logique métier, qu'on veut en plus s'assurer qu'un flow d'inscription avec une carte bleue marche bien, etc. Bah, si ça tourne en 3-4 secondes, c'est une agilité de développement qui est assez importante. Donc ça, c'était le début. Et puis après, oui, vous remarquerez qu'en haut, on peut utiliser du pattern matching pour faire des assertions genre slash égale current path. Donc je match, si ce n'est pas égal, clac, ça lève une erreur et le test est faux. Donc c'est assez agréable, on va dire. Et de la même façon, il y a des assertions pour vérifier qu'on a sur des expressions régulières le contenu texte visible est égal à ça ou à ça, et voilà. Donc aucune mauvaise surprise de ce côté-là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que je m'appuie lourdement là-dessus. Côté déploiement maintenant, je commence à faire des tentatives de déploiement. Sur Heroku, c'est très facile, il y a un build pack, ça prend très peu de temps, donc c'était plus pour étudier la possibilité. Ça s'est bien passé, même avec l'aspect, les assets qu'il y a dans Phoenix pour compiler avec Brunch et tout ça, j'ai eu aucun problème. Voilà. Et si on est sur des PAS comme Engineard, il faut aller un peu plus dans des cookbooks custom, mais rien d'horrible. Voilà. Par contre, on n'utilise pas tout ce qui est autre reloading, mais bon, pour une première version, c'est largement suffisant. Voilà. Donc voilà, mes conclusions pour le moment avec ce que j'ai appris pour l'instant. Le premier point, c'est qu'effectivement, tout ce qui est données immutables, le fait de ne pas avoir de choses qui changent dans votre dos, c'est voilà, ceux qui font du fonctionnel. Moi, j'ai fait beaucoup de fonctionnels en JavaScript. Je sais que c'est déjà très solide comme ressenti. Si je fais un parallèle, c'est un peu comme en Elixir, on vous passe un peu une pierre de marbre où les choses sont écrites au burin dessus. Donc c'est solide, quoi. Quand on vous passe une instance Ruby, bon, c'est un peu plus vivant, quoi. It's alive. Donc ça, c'est une grosse solidité parce que quand on écrit des tests, on se rend compte que finalement, la logique qui est derrière me semble beaucoup plus simple en général. Voilà. Ça, c'est un gros point fort pour la maintenance, pour la scalabilité, en nombre de développeurs sur une équipe, par exemple. C'est des effets de levier importants, quoi. Il y a beaucoup d'effets de second ordre. Tous ceux qui ont fait du fonctionnel pourront le voir. C'est que c'est du code Elixir ou du code fonctionnel bien écrit. C'est des choses beaucoup plus composables les unes avec les autres. Et quand elles sont composables, ça veut dire que chaque bout fait plus ce qu'il a à faire sans avoir à connaître le reste. Et même si on peut clairement faire ces choses-là avec du Ruby, avec d'autres langages, en Elixir, on est un peu plus forcé de le faire. Et donc, ça crée des effets de levier, ce qu'on appelle des effets de second ordre, des effets où on peut avoir un bénéfice non prévu initialement, sauf quand on le sent venir, mais chez les plus juniors, on le sent moins, avec des effets en cascade sur la durée, de maintenabilité, de réutilisabilité de code, de capacité à patcher quelque chose 5 ans après, etc. Le TDD aide énormément, mais ça c'est une remarque que je fais dans toutes les technos. Le fait de s'appuyer sur des tests, même de faire des petits tests pour les jeter, c'est super confortable pour travailler. Et avec XUnit, on n'a pas trop de problèmes. On peut débugger assez facilement, etc. Donc ça c'est un gros conseil que je peux faire. Les inconvénients pour moi, c'est que l'écosystème est jeune en termes de librairie. Donc là, il faut être prudent sur les choix de librairie, sur sentir un peu les choses. Je dirais que d'un autre côté, Elixir, il y a une consolidation de librairies qui se fait assez rapidement. Par exemple, sur Timex, pour la gestion du temps, on voit que ça converge très très vite vers devenir un peu la librairie standard niveau gestion du temps. Donc, je dirais qu'ils font vraiment ce que faisait déjà, ce qu'on voyait beaucoup en Ruby, mais à une vitesse encore un peu plus accélérée, je pense. C'est-à-dire que cet effort de ne pas réinventer la route, se regrouper pour converger, c'est pas mal. Et il y a donc un confort très similaire à Ruby en régime de croisière une fois qu'on sait quel bloc utiliser. Ça, c'est net. Et la dernière chose, je pense que tous ceux qui liront le bouquin Programming with Phoenix pourront le sentir, c'est que pour tous les problèmes qu'on va avoir de scalabilité, de réutilisabilité de code, etc., on se rend compte que dans deux technos, on va faire beaucoup plus de compromis pour se débrouiller avec la techno. Je prends un exemple concret, ceux qui ont fait du streaming avec des WebSockets ou des choses comme ça. En Python, il faut aller vers un certain sous-ensemble de Python. En Ruby, il faut aller vers Event Machine ou d'autres choses. Ou alors on se dit, je prends du threading avec Sidekick, mais alors il ne faut pas que je fasse de trucs trop bloquants parce que sinon tous mes workers sont bloqués.
là, pour moi, le sentiment, modulo les problèmes de garbage collection, c'est qu'on peut avoir quelque chose d'assez polyvalent, autant sur du web classique, de l'API, des choses qui vont écouter en temps réel, des jeux multiplayer, des choses comme ça. Donc ça me paraît un bon stack généraliste, en clair. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai appris pour l'instant. Et voilà, si vous avez des questions, je suis à vous.